Bonjour, je suis Calixte Blanchard de la CCI Nouvelle-Aquitaine et je suis heureux de vous accueillir au nom des membres du comité de pilotage Faire évoluer son système d'information. Ce comité de pilotage est composé d'experts du sujet qui sont des experts de Captronic et du CRIT informatique de Poitiers et du conseil régional en tant qu'opérateur du programme Usine du futur en Nouvelle-Aquitaine et de la CCI, et de la CCI Nouvelle-Aquitaine en tant qu'opérateur pour le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de la mise en œuvre de ce nouveau parcours d'accompagnement. Vous allez participer à un webinaire qui sera décomposé en 4 temps. L'introduction, donc, qui va être proposée par Pascal Amette, du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, notre expert de Captronic, Philippe Marcel, va en 25 minutes nous exposer une vision globale sur le projet ERP. Ensuite, Bruno Deschamps de la CCI Nouvelle-Aquitaine nous présentera en détail le parcours d'accompagnement C-Boost. Et ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions via la conversation. Et lorsque vous posez des questions, n'hésitez pas à mettre votre nom, votre prénom. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous vous répondrons individuellement par mail. Donc, ce parcours fait partie d'un ensemble de parcours d'accompagnement qui sont proposés par le Conseil régional en Nouvelle-Aquitaine à la suite des Diag Usines du futur. Vous avez déjà la possibilité de bénéficier de différents parcours. Vous les avez sur ce PowerPoint. Un premier parcours qui s'appelle Fabrication additive, FanaBoost, pour travailler avec vous sur votre projet d'impression 3D. Nous avons un parcours autour du Lean Management, l'organisation industrielle qui se nomme le POIM. Et nous avons un parcours qui se nomme RoboBoost autour de toutes les problématiques autour de la robotisation, l'automatisation et la cobotique. Et le quatrième parcours qui vous est proposé, c'est le parcours DataBoost Manufacturing, qui consiste à valoriser vos données industrielles. Donc, nous proposons dès aujourd'hui un cinquième parcours qui s'appelle C-Boost. Pour introduire le sujet, je vais me retourner vers nos partenaires du Conseil régional qui sont Marc Lecouvet et Pascal Amette en leur posant une question. Pascal et Marc, pourquoi vous avez proposé de mettre en place ce parcours sur le 3e marché Usine du futur? Merci Calix. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Pascal Amet, je suis le pilote opérationnel du programme Usine du futur. Et donc, comme l'a dit Calix, je suis au conseil régional à la direction de la performance industrielle. Donc, qu'est-ce que le programme Usine du futur? Bien que la plupart d'entre vous en aient déjà bénéficié, mais je vais quand même repréciser. C'est un programme qui existe depuis 2014, qui consiste à fournir aux entreprises une feuille de route suite à des diagnostics sur des thématiques qui concernent l'usine du futur. Donc, à ce jour, nous en sommes à la 3e tranche. Il y a eu 3 tranches, en fait, une de 2014 à 2017, une de 2017 à 2020 et une en cours, la 3e tranche, depuis 2020, qui va s'arrêter fin 2023. Plus de 1000 entreprises ont bénéficié de ce parcours, ont été diagnostiquées. Et donc, ont pu avoir cette feuille de route, ce plan de déploiement qui leur a été prescrit. Au-delà de la feuille de route que les entreprises peuvent bénéficier, l'intérêt de la région, c'est de pouvoir réaliser un panorama sur l'ensemble des besoins des entreprises du territoire pour justement s'orienter vers l'usine du futur. Et sur la 3e tranche en particulier, où on a déjà plus de 400 entreprises qui ont bénéficié de cette 3e tranche, on a ajouté une thématique qui s'appelle stratégie numérique, ce qui nous a permis d'identifier les besoins concernant le numérique au niveau des entreprises. Et il s'avère que pratiquement 100% des entreprises ont besoin d'être accompagnées soit dans la mise en place d'un nouvel ERP, soit dans le remplacement d'un ERP, soit tout simplement dans l'amélioration ou l'optimisation du système d'information sur des fonctionnalités comme la gestion des stocks, la récupération des temps passés pour comparer au temps chiffré, la traçabilité, voilà, dans toute une série de besoins qui peuvent paraître anodins, mais qui, une fois déployés dans l'entreprise, peut avoir une grande valeur ajoutée. Donc, on a considéré que ça pouvait être pertinent de proposer ce parcours pour aider les entreprises à accélérer ce passage à l'acte concernant ces impacts numériques. Merci. Merci
Merci Pascal. Donc, merci Pascal, tu as bien introduit le sujet. Donc maintenant, ben, je me retourne vers Philippe Marcel de Captronic, qui va, en tant qu'expert, nous parler de la mise en œuvre, nous présenter la mise en œuvre d'un projet ERP, ses avantages, les problématiques qu'il peut y avoir. Donc là, Philippe, je te laisse la main. D'accord, merci. Merci Calixte. Alors, je vais prendre le contrôle. Voilà. Ok, ben, bonjour à tous. Donc, moi, Philippe Marcel, directeur technique Captronic. Alors, je vais commencer par présenter rapidement Captronic, pour ceux qui ne le connaissent pas. On est une association de la 1901 dont le but est d'accompagner les entreprises qui a plus de 30 ans, cette association. Le but de cette association, c'est d'aider les entreprises à mettre en place des systèmes embarqués, systèmes intégrés, pour venir capter de l'information, la transmettre et la traiter, et particulièrement, aussi bien dans les produits, mais particulièrement dans les process. Alors, nos interventions, elles s'inscrivent souvent dans le cadre des programmes de l'industrie du futur, hein, avec, on en a parlé tout à l'heure rapidement, la mise en place de briques techno. Mais l'usage de ces briques techno suppose la manipulation de données et la création d'informations pour améliorer le pilotage, un rendement, la traçabilité, le suivi, la qualité. Et ça, bien sûr, ça a un impact direct avec le système d'information. Impact qui est souvent un peu sous-estimé. Donc, on vient mettre en place une brique techno, mais on se rend compte après qu'il y a quand même le système d'information est fortement impacté. Enfin, pour ma part, moi, j'ai un passé industriel, plus un passé de 25 ans d'expertise sur les traitements de l'information, la traçabilité et les systèmes d'identification RFID, et notamment. Alors, je fais un peu de manip. Voilà. Vous pouvez m'excuser, mais il y a des petites manips qui sont un peu compliquées des fois à faire. En principe, vous êtes, pour la plupart, vous avez eu pour la plupart un diagnostic industrie du futur qui a orienté un plan d'action vers la mise en place d'un ERP. Donc, vous allez vous retrouver, je pense, dans les items qui sont un petit peu à droite, là, qui sont le besoin primaire, j'allais dire, de la mise en place d'un ERP. Typiquement, le travail dans l'urgence, hein, par manque d'informations au bon moment, avec du stress et de l'énervement dans les équipes. On peut avoir l'apparition de nouvelles contraintes administratives, normatives ou techniques, qu'elles soient sur les produits, les process ou réglementaires au niveau dans d'autres secteurs, dans d'autres services. On a une problématique de stock et d'appro, surtout depuis un an, avec des difficultés pour avoir les matières premières à temps. On va essayer de minimiser les coûts d'achat, les coûts de stock, et tout en voulant répondre en termes de délai aux clients et ne pas être en retard. Enfin, il y a toujours des questions sur la rentabilité. Donc tout ça, c'est quand même assez lié. Cette rentabilité qui a un poids, notamment sur les stocks, on l'a vu ces derniers mois, en termes de trésorerie, avec les achats, la facturation en lien avec les retards de livraison, etc. Enfin, on a le manque d'informations transverses ne facilite pas la fluidité dans tous les services. Et cette fluidité, elle s'accentue dès qu'on a une nouveauté ou une application réglementaire dans un service, que ce soit, j'allais dire, dans un service au niveau financier, au niveau production. Voilà. Partant de tous ces constats, vient alors le quoi, c'est-à-dire pourquoi on veut, qu'est-ce qu'on va mettre en place, et le quoi, souvent c'est l'ERP. Alors qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on attend de l'ERP? C'est de gagner du temps. On va minimiser les saisies. On veut avoir des informations au bon moment pour prendre des décisions et répondre aux clients aussi. Avoir confiance dans les informations, parce que souvent on a des doutes sur les informations qui sortent des différents systèmes. On veut anticiper les aléas et informer au plus tôt le client et aussi les fournisseurs pour qu'ils puissent avancer une livraison, si possible. On veut mesurer sa performance, in situ ou hors site, une performance de son activité. Bien sûr, cela va passer par la digitalisation de toutes les informations, notamment de la production, à condition que ces informations existent. C'est bien ça, et qu'elles soient à jour, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que souvent, il va falloir
partir de l'état des processus, comme on verra, des informations et faire une cartographie de tout ça avant même de vouloir mettre en place l'ERP. Là, par contre, la mise en place de l'ERP, ce sera d'une part la réponse à ces questions d'urgence, j'allais dire, telles qu'elles sont affichées ici, hein, mais aussi il va falloir se projeter sur l'avenir parce que la configuration de l'ERP, elle n'est pas simple, elle doit être faite, j'allais dire, avec une projection sur plusieurs années. Alors, on va faire un petit focus juste sur les évolutions des contraintes marché, hein, depuis l'apparition des premiers ERP et la nécessité de fonctionner autrement. Pour simplifier, si vous voyez à peu près sur le tableau, toutes les lignes sont inversées, c'est-à-dire que la complexité de la supply chain est devenue très importante, y compris de la même façon, la personnalisation des produits est devenue forte, la complexité aussi des produits s'est aggravée, s'est accentuée, pardon. La variété de produits aussi, et les autres critères qui sont des cycles de vie produits, qui sont les attendus clients, les délais attendus par le client, tout ça c'est inversé, c'est devenu court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client veut quelque chose de personnalisable pour demain, en exagérant un peu. Donc, ces évolutions, elles se retrouvent donc dans la supply chain avec des méthodes de planification qui ne sont plus d'actualité. Et donc, ce qu'on va être obligé de voir dans ces évolutions de management de production, c'est la volatilité, l'incertitude, la complexité, les contraintes et l'évolution des cœurs de métier, qui est une chose qui apparaît de plus en plus fréquente. Avec la supply chain, donc, ce qu'on disait, donc, des délais, des supply chains plus longues et plus complexes. Alors, si à tout ça, on rajoute des éléments qui sont poussés actuellement, comme le big data, l'entreprise étendue, la sécurité des systèmes, la notion de service qui vient se rajouter, l'IoT industriel, et bien avec tout ça, et ben on a un nombre d'informations qui devient exponentiel, et donc il est nécessaire de structurer et d'avoir un système d'information qui soit complètement structuré pour pouvoir gérer tout ça. Alors, si on regarde les systèmes aujourd'hui en l'absence d'un ERP, on a souvent des modules qui sont des modules autonomes, avec chacun une base de données propre. Mais pour avoir une cohérence de tout ça, on est obligé au moins une fois par jour d'essayer de synchroniser, en tout cas d'échanger des données, de faire des échanges de bases de données pour resynchroniser l'ensemble. Donc ça nous donne un pilotage qui est à la fois pas très fin, puisqu'il est au moment de la synchronisation, donc une fois par jour, voire une fois par demi-journée. Ça suppose souvent des ressaisies qui se traduisent par des risques d'erreur. Voilà. Ces risques, les ressaisies, les erreurs les plus fréquentes, et ben vous les avez là. Hein. On a des doublons, puisqu'on a des bases de données différentes avec des doublons. On a des fautes de frappe, on a des données manquantes ou incorrectes, et on a des informations qui sont obsolètes, peut-être sur une base et pas sur l'autre, ou sur une base unique. Donc ça, on a une estimation, c'est à peu près 10% du budget gaspillé pour essayer de rétablir les bonnes informations utiles au système. Dans beaucoup de cas, la ressaisie des données, c'est une activité qui est non sans risque d'erreur, ça c'est clair, qui prend énormément de temps, qui accentue le travail en silo, c'est-à-dire en secteur, et surtout quand on fait la ressaisie de données, on n'est pas opérationnel sur son cœur de métier, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise et le domaine et le département ou le service de l'entreprise. Alors, un constat qui est systématique aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de services qui ont des fichiers Excel, soit parce qu'ils n'ont pas de ERP ou de module métier, soit parce que la réalisation initiale de l'ERP n'a pas été complète et conduisent à des configurations parfois bloquantes. Donc, souvent, hein, par exemple, je vais vous donner 2 exemples précis. Vous avez une entreprise qui a un ERP et son ERP a été configuré pour une gestion d'un ordre de fabrication ou d'une fabrication à la journée avec un seul ordre de fabrication. Et quand on va vouloir descendre dans le détail, on ne pourra plus, donc on sera obligé de remodifier ça. Donc aujourd'hui, cette entreprise-là, qui est un cas réel, travaille sous Excel à côté. J'ai beaucoup d'entreprises qui travaillent, qui gèrent la fabrication au poids ou au litre. C'est-à-dire qu'ils ont de la matière première en vrac,
ou des liquides au litre. Donc effectivement, tout leur métier est coté en termes de rentabilité par rapport à des poids et des litres. Par contre, en process, on finit par des contenants, et c'est qu'on gère en stock, on gère des contenants. Et donc là aussi, on est obligé de revenir sur la configuration de l'ERP pour pouvoir faire de la gestion de stock qui soit correcte. Enfin, l'usage d'un Excel, alors que on utilise souvent Excel alors que les fonctionnalités qu'on développe existent déjà dans l'ERP, dans les modules ou dans l'ERP. Et donc, du coup, on refait l'existant en disant, oui, mais notre métier, il est particulier. En fait, votre métier, il n'est pas particulier. Il est particulier au moment de la configuration, mais normalement, le taux de couverture de l'ERP est très suffisant. Et du coup, on devient expert de ces formules. Alors, et c'est un problème parce qu'on cherche l'erreur de calcul ou de saisie, ou inversement, on va mettre en cause le travail alors que le problème est dans les formules. Et on en oublie la validité et le sens d'un résultat. Ça, c'est très fréquent. Et souvent, on se pose la question, comment ça marche? Comment marche la formule? Ou pourquoi on a une erreur qui est affichée? Et je ne vous dis pas, la gestion des fichiers Excel, elle n'est pas du tout gérée. Alors, un système ERP, c'est quoi? C'est un système unique qui permet d'intégrer un ensemble d'outils qui correspond à des gestions de services ou plutôt des usages fonctionnels. On parle alors de modules, on verra, il y en a quelques-uns ici, la partie gestion commerciale, la partie gestion de production, gestion de stock, gestion financière et comptable, etc. Quel est l'intérêt? C'est que si on prend l'exemple d'une CRM, relation client, les informations qui sont dans cette base de données, qui seront partagées, elles peuvent intéresser à la fois effectivement le service commercial, mais le bureau d'études, le SAV, le service comptable. Bon, il y a beaucoup d'avantages à tout ça. Donc l'objectif, c'est d'avoir une base de données homogène, cohérente et synchronisée. Et donc du coup, cette base de données, elle doit être bien pensée au départ. La mise à disposition d'informations validées, ça permet ça, et surtout très rapide, c'est-à-dire quasiment immédiate, pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. On a une véritable cohérence, normalement, et c'est l'objectif de l'accompagnement initial, on verra tout à l'heure, une cohérence avec les processus internes de l'entreprise. C'est-à-dire que votre ERP va être configuré pour correspondre au processus de l'entreprise. Du coup, on va se retrouver avec une plus grande efficience et productivité pour l'ensemble des services. Les interfaces utilisateurs sont homogènes, c'est-à-dire que, bien sûr, il y aura des écrans particuliers à chaque thématique, mais on a toujours la même philosophie d'aller chercher des données et d'avoir des tableaux de bord ou des saisies de données. Enfin, on a la possibilité de travailler en gestion externe pour de l'infogérance. Et ça, c'est important parce que au lieu d'avoir X infogérances différentes, vous n'en avez qu'une seule avec les modules qui sont associés. Attention, un module métier doit rester dans son cadre, pas d'add-on spécifique pour ne pas prendre un nouveau module et faire réaliser un spécifique. C'est-à-dire que vous partez d'un ERP standard et puis à un moment donné, pour des questions de budget ou autres, vous allez faire développer quelque chose de particulier. Donc là, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que je fais quelque chose de particulier ou est-ce que j'utilise un module? Alors, les différentes étapes, elles s'affichent ici. Pardon. D'abord, se poser les bonnes questions. Et là, le premier besoin, c'est pourquoi et le quoi attendu en termes fonctionnels. Ce qu'il faut dire, c'est que l'ERP, ce n'est pas une action d'une personne. L'ERP, c'est une décision stratégique, c'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure que la décision stratégique, elle va en faire découler des plans d'action stratégiques et des plans de production stratégique. Donc, c'est vraiment au niveau de la direction de l'entreprise que la décision est prise. Et ça, c'est important. Elle est prise sur de long terme. C'est pour cela qu'en phase amont, ces phases amont sont incontournables. On va y passer beaucoup de temps. Les phases amont, on les verra, c'est à peu près jusqu'à la phase 4 incluse. Et on verra que c'est ce qui est accompagné par le programme. Ensuite, il faut cadrer les choses. Une fois qu'on a défini le besoin, les enjeux de l'entreprise, on va cadrer les choses. C'est-à-dire qu'on va définir un macro-planning, sur plusieurs mois, voire plusieurs années, sachant que l'ensemble des étapes demande du temps à l'interne. Ça, c'est quelque chose qui est clairement annoncé dès le départ. Ne comptez pas prendre un ERP sur étagère et le poser en une semaine. Donc, on va le voir, il y aura beaucoup de temps en amont
pour être sûr que le ERP fonctionne et fonctionnera après dans le futur pour les évolutions. Ensuite, il faut impliquer l'ensemble de vos collaborateurs. Comme je disais tout à l'heure, c'est un plan d'action stratégique qui va engager toute la société. Ce n'est pas une seule personne qui va le porter, on verra, il y a une équipe. Ça implique toutes les parties prenantes, même les personnes qui ne vont pas être très impactées in fine sur la saisie de données. Je prends les opérateurs de production. On a besoin de les consulter dès le départ pour savoir comment ils travaillent et quelles sont leurs méthodes de travail pour pouvoir configurer correctement l'ERP en fonction de tout ça, de l'organisation de production. Ensuite, après, et ça c'est important, il faut mettre à plat tous les processus. Ces processus, on verra tout à l'heure, ils vont être cartographiés. Et on va caler sur ces processus toute la façon dont on gère la production et les services. Ensuite viendra la phase 5 qui est d'exprimer ses besoins à travers le périmètre fonctionnel, le cahier des charges pour consultation, ce qui nous permettra de consulter, j'allais dire, un prestataire et un éditeur. Il y aura le choix de l'éditeur et du prestataire, puis après la mise en place qu'on appelle le déploiement. Une fois que le déploiement est en cours ou finalisé, on va former l'ensemble des salariés et des utilisateurs. Et après, comme dans tout projet, il va falloir mesurer les résultats et surtout clore le projet. Un point qui est systématique, alors dans beaucoup de projets informatiques, mais dans beaucoup de projets de façon globale, mais particulièrement dans l'ERP, c'est que le projet ERP n'est jamais clos. Il faut clore le projet ERP, quitte après à rouvrir un autre projet pour faire du suivi ou de l'avancement. Alors, Bruno reprendra un petit peu tout ça, mais l'accompagnement proposé ici pour la mise en place d'un ERP dans le cadre du parcours, l'objectif c'est de vous accompagner en amont pour garantir la réussite de la mise en place, d'aider à la formalisation et à la cartographie des processus clés, d'identifier le périmètre couvert par les fonctionnalités de l'ERP, et la mise en place de la gestion de projet, avec une sensibilisation au mode d'organisation et de process à mettre en place. Et enfin, l'aide à l'identification d'intégrateurs, d'éditeurs et de consultants spécialisés pour la rédaction du cahier des charges. Alors, on parlait tout à l'heure d'accompagnement des collaborateurs. Un point clé, alors là, on va lister un petit peu les points de vigilance et les points clés. Le premier point clé, c'est la conduite du changement. C'est-à-dire qu'il va falloir impliquer chaque collaborateur qui est porteur d'une information, en se rappelant que le projet fait partie intégrante de la stratégie, que tout un chacun est concerné et que cela ne va pas enlever du travail ou apporter plus de contrôle, mais valoriser un savoir-faire. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile à faire passer. Donc, vous voyez, on a en général, c'est assez fréquent, à peu près 10% au départ de personnes favorables, 80% d'indifférents et 10% de réticents ou d'irréductibles. Et après, vous allez être obligé de faire un accompagnement au projet avec ce qu'on appelle la courbe du changement, avec différentes phases. Il y a des méthodes d'accompagnement sur lesquelles le consultant de mise en place de l'ERP, voire l'éditeur, peut vous aider aussi. C'est-à-dire qu'on a des phases j'allais dire de dépression, il y a des phases j'allais dire d'optimisme, etc. Donc tout ça, c'est à surveiller au quotidien, parce qu'on a vite fait de démobiliser et l'ensemble du personnel, et finalement l'ERP ne sera pas du tout une réussite. Autre point de vigilance, c'est le travail basé en équipe. Un projet, j'insiste là-dessus, mais c'est très important parce que je vois trop souvent le projet qui est porté uniquement par un directeur de production. Le projet, il est porté par la direction complète, par le comité de direction, et il est porté à travers ce comité de direction par ce qu'on appelle un sponsor. Le sponsor, c'est lui qui est responsable du besoin. Il va définir le besoin et il est toujours responsable lors des discussions avec l'intégrateur ou avec l'équipe projet de est-ce que ce besoin est obligatoire, est-ce qu'on peut le négocier, etc. Face à ce projet, il va falloir mettre en place une équipe projet. Je vais la faire apparaître tout de suite. Cette équipe projet, elle va être en lien avec, d'une part, l'entreprise, et à travers l'entreprise, ce sera surtout le sponsor, et aussi un reporting à la direction. Cette équipe projet, elle va avoir besoin de conseils externes, conseils en général
de consultants extérieurs qui connaissent la mise en place de l'ERP ou qui connaissent même la mise en place et le type de ERP. On verra que ce conseil, pour moi, il est obligatoire, il est non négligeable, mais il est obligatoire. Ensuite, vous avez les intégrateurs. L'intégrateur, il y a l'éditeur, celui qui fournit le progiciel, et l'intégrateur, c'est soit quelqu'un qui a été habilité par l'éditeur pour vous aider pour la mise en place de l'ERP, soit une équipe ça peut arriver, une équipe de l'éditeur. Et ensuite, vous avez l'hébergeur. L'hébergeur, c'est celui qui permet d'avoir une infrastructure sur laquelle vous portez l'ensemble. Donc, l'équipe projet, il va falloir qu'elle gère et qu'elle pilote le projet avec l'ensemble de ses parties prenantes. Alors, en général, on utilise quelque chose de simple au départ, et je vous invite à le faire dès le départ. C'est ce qu'on appelle le RACI. Le RACI, ça va dessiner qui est responsable, qui est acteur d'une action, qui est consulté pour cette action et qui est informé pour cette action. Et on précise pour chaque module ou chaque grosse action l'ensemble du RACI. Ça évite d'avoir un chargé de projet ERP qui attend des réponses sans jamais les avoir. Donc voilà, c'est vraiment, et ça, le RACI il est validé dès le départ, donc tout le monde sait à quoi il s'engage. Je surveille l'heure en même temps, hein, si... Hop. De temps en temps, j'ai l'appris, voilà. Excusez-moi, Alors, ensuite, pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour mettre en place un ERP, il va falloir cartographier tous les flux d'informations et les flux physiques de l'entreprise, depuis la demande client jusqu'à l'expédition. Et ça va refléter l'ensemble des processus internes. Par exemple, il y a des entreprises qui, à réception de marchandises, il y a le service de réception qui valide l'EBL. L'EBL est envoyé aux achats et le service achat valide l'EBL pour permettre la rentrée en stock. Il y a d'autres fonctionnements dans d'autres entreprises. Et toute cette organisation et ce fonctionnement d'entreprise, c'est ce qui va permettre de configurer le ERP correctement. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'on ne pourra pas, si je prends l'exemple que je viens de prendre juste avant, la personne qui est en réception ne va pas pouvoir rentrer en stock tant qu'elle n'a pas le retour des achats. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas déclencher un mouvement de stock si on n'a pas la validation des achats. Donc tout ça, c'est ce qui va nous permettre de configurer. Une fois qu'on a regardé ces flux d'entreprise, on va regarder les spécificités du secteur d'activité et du cœur de métier. Alors pourquoi? Parce que vous pouvez être dans un secteur d'activité qui est particulier, l'agroalimentaire, c'est un domaine que je connais depuis 20 ans, dans lequel il y a à la fois les contraintes normatives, il y a les contraintes de saisonnalité. Voir si vous avez des produits propres, ou vous faites que de la production, en marque blanche ou sur cahier des charges ou sur dossier industriel. Vous pouvez avoir des contraintes réglementaires liées aux produits dangereux. Typiquement, vous avez des produits dangereux, ça veut dire que les zones de stock, il va falloir les gérer aux produits dangereux. Quand on dit les gérer, c'est savoir combien il y a de litres de tels produits dangereux et savoir si, en cas de problème, le système de rétention de produits est suffisamment calibré. Donc ça veut dire que le stock ne doit pas être en surstock. Voilà, c'est tous ces aspects-là. Savoir si vous faites du stock déporté, si vous êtes en entreprise étendue, c'est-à-dire qu'un client va avoir accès à une partie de vos informations. Comment vous gérez la traçabilité? Est-ce que vous gérez les contrats clients au client près? Voilà. Vous avez des profils clients, c'est-à-dire il y a certains qui ont des profils en disant ce client-là, il est assez souple, donc il acceptera facilement des délais si je mets un truc. Voilà. C'est des choses qu'on voit et qui sont particulières à chacune des entreprises. Mais on a besoin de les connaître avant de mettre en place l'ERP. Ensuite, on a les définitions des besoins fonctionnels du macro-planning. Ça, c'est effectivement ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu tout ça, on regarde quels sont les besoins fonctionnels, et on va faire un macro-planning pluriannuel, hein, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être au départ décider de migrer ou d'avoir uniquement que la partie commerciale, que la partie production, etc. La plupart des entreprises que l'on rencontre ont certains modules, mais n'ont pas encore intégré la planification. Et donc, vont l'intégrer maintenant. Donc, vous voyez bien que si on intègre un module et qu'on n'a pas pensé à tout ça dès le départ, on est quand même obligé de revenir sur la configuration et la façon de travailler après. Donc, il vaut mieux passer du temps dès le départ. Après, on verra ce qu'on a un outil qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle la VSM, Value Stream Mapping, c'est-à-dire c'est une cartographie des flux
avec la valeur ajoutée. Donc ça, on en aura besoin pour les process, etc. C'est quelque chose que souvent vous avez, alors pas de façon formelle, hein, mais voilà. Et une fois qu'on a eu ces phases-là, on va pouvoir choisir les modules adéquats en définissant leur paramétrage et choisir le périmètre applicatif à conserver ou non. Là, il faut que je reprenne la main, il faut que je clique 2 fois, excusez-moi. Alors, je vais prendre un exemple. Hein. Voilà, vous avez une entreprise spécialisée dans la tôlerie industrielle, hein, avec des moyens de découpe laser, des moyens de laser tube de poinçonnage, de perçage, du pliage, de commande numérique, du mécano-soudé, de la peinture industrielle, etc. Donc, une fois que cette entreprise a regardé son cœur de métier, elle a validé un certain nombre de modules qui sont, alors, j'ai pas toute la légende parce que moi j'ai un bandeau qui me gêne, mais c'est pas grave. Ceux qui sont en vert, c'est ceux qui avaient été retenus. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui n'ont pas été retenus. Et ceux qui sont en gris, de mémoire, c'est ceux qui sont reportés à plus tard. Voilà, c'est ce qui va être issu de ce qu'on appelle le macro-planning. Et à côté de ça, c'est les modules classiques qui sont liés à l'ERP, mais à côté de ça, vous pouvez avoir des modules qui sont des modules applicatifs, qui sont à conserver, et on va faire des connecteurs, c'est-à-dire qui sont normalisés pour faire le passage d'informations à une autre. Alors typiquement ici, dans les modules ERP, il n'y a pas d'outils de cotation, de mécanique et de dessin mécanique. Donc ce qu'on va faire, ce que fait l'entreprise, c'est qu'elle fait des dessins mécaniques, elle va récupérer ces dessins mécaniques et elle va les envoyer sur l'ERP à travers un connecteur. Voilà, tout simplement. Alors ça peut être, vous voyez, ici on a les dessins mécaniques, ici Trump, c'est la gestion des lasers, etc. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir aussi des données descendantes vers la configuration des lasers. Donc là, on a fait le choix des modules et le périmètre applicatif. Un autre élément qui sera regardé en phase amont, c'est le choix du pilotage de production. On a les systèmes actuels de planification, comme on l'a vu, ils ont beaucoup évolué. Donc, on a plusieurs façons de voir les choses, mais cette planification, elle est complètement liée à des problématiques de produits, de type de variété de produits, de délai de fabrication, de délai client, etc. Donc, en fonction de tous ces éléments qui caractérisent à la fois votre cœur de métier et à la fois votre cible client, on va regarder quelles sont les planifications à utiliser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les planifications, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais MRP, c'est du classique. DDMRP, c'est ce qui va nous permettre de répondre à des besoins, notamment aujourd'hui, sur des variations fortes de la demande ou des achats. Alors, en phase amont, il y a un travail à faire sur les données. Ça, c'est quelque chose d'important sur lequel il va falloir passer du temps. Travail à faire sur les données, notamment, alors, une fois qu'on a fait la cartographie, tout ça, on va identifier les données et les informations. Par exemple, je peux avoir des données de traçabilité qui n'existent pas aujourd'hui ou qu'on veut faire, il va falloir les structurer avant même avant la configuration de l'ERP. Tout simplement parce que quand je fais des actions de traçabilité, d'expertise traçabilité aujourd'hui, je suis obligé de faire modifier la base de données parce qu'il manque plein d'éléments. Ou des fois obligé de faire modifier la façon dont on travaille, puisqu'elle n'est pas suffisante pour avoir la traçabilité conforme à ce qui est attendu. Ensuite, il y a tout ce qui est codification articles, etc. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a je vois des codifications qui sont basées, par exemple, sur les références fournisseurs. C'est-à-dire quand vous achetez de la matière fournisseur, vous avez une partie, la codification, c'est la code fournisseur. Ça, typiquement, c'est ne pas à faire parce que quand vous achetez une matière, vous n'avez pas, si vous avez une seconde source compatible, vous êtes obligé de créer 2 articles. Donc, tout ça, c'est des choses qui se pensent dès le départ. Voilà. Donc, on va rebalayer, savoir si votre codification elle est correcte. Une chose aussi sur les codifications. Une codification, ça ne cherche pas à remplacer une fiche article. On ne pouvait pas tout mettre les caractéristiques d'un article dans une codification. Donc, ça, il va falloir regarder les codifications. Ensuite, chose importante, c'est la gestion des droits d'accès. Qui peut modifier une donnée, qui peut ou doit accéder à une donnée,
en fait, c'est comme une sorte de raquis sur les informations et les données. Mais ça, c'est quelque chose à penser aussi dès le départ, parce que la modification des données, elle n'est pas faite par n'importe qui, n'importe quand. Tout ce qui est sécurisation et synchronisation de données informations. Donc la sécurisation, bien sûr, on la connaît beaucoup à travers la partie cybersécurité, mais il y a aussi la sécurisation de la donnée elle-même. C'est-à-dire que si vous prenez une information qui nécessite un calcul à partir de 2 données, il faut que ces 2 données-là arrivent au bon moment. Si elles sont décalées dans le temps, vous risquez d'avoir une information qui est erronée. Donc tout ça, ça se synchronise, et ça se synchronise à travers l'ERP. Et la synchronisation des données qui doit être aussi, qui permet à la fois d'avoir des sources différentes, mais d'avoir une information surtout validée. L'historisation des données, c'est comment revenir en arrière en cas de crash, notamment, c'est comment retrouver une information client, une modification de commande, une dérogation qualité, par qui elle a été gérée, et souvent, quand on a besoin de l'information, on a du mal à retrouver parce que la personne n'est pas là ou parce qu'on ne s'en souvient plus. La consolidation des informations hétérogènes, hein, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, vous avez un système qui est un système CAO mécanique, vous devez voir qui et comment s'opèrent les échanges, donc tout ce qu'on appelle l'échange de données informatiques, donc les EDI, à travers les cas d'exemple. Donc il faut balayer les cas d'exemple. On prend tous les exemples d'usage que vous avez en interne et on regarde tous les systèmes hétérogènes et on regarde en amont comment vont être gérées ces informations. Ça, c'est la phase amont. Après, vous passez sur la phase dite de configuration et de déploiement. Alors là, ça suppose d'abord avoir une cartographie des informations existantes, de nettoyer les bases existantes, si vous avez plusieurs bases, et d'en faire qu'une seule. Ensuite, de consolider les sources de données, s'assurer que les sources sont bien conformes à ce qu'on attend. Ensuite, validation des informations de données par des jeux de test. Voilà. On fait des jeux de test et validation qui sont soit en général de façon sur des petits périmètres, et puis après on le fait sur l'ensemble. Et après, il y a ce qu'on appelle la bascule vers le nouveau système, qui là, à un moment donné, il faut basculer tout votre système, votre ancien système sur le nouveau. Voilà. Dernier point, c'est que comme vous êtes sur un système qui est porté par un ERP, vous avez le choix en termes d'infrastructure, soit que tout soit porté par votre éditeur de ERP, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mode SaaS, c'est-à-dire que lui gère l'infrastructure et l'hébergement. Soit vous avez un hébergeur et le système ERP qui est piloté par votre éditeur, donc je peux gérer lui-même. Soit ça peut être chez vous. Donc il y a quelqu'un qui vous gère chez vous et puis une partie est gérée à l'extérieur. Donc vous voyez, vous avez toutes les possibilités sur les ERP. Après, ça aussi, c'est un choix. C'est un choix qui n'est pas que lié qu'à un coût. C'est un choix qui est lié aussi au mode opérationnel, intersite, etc. Là, je vais passer un petit peu de temps sur ce... Il ne me reste pas beaucoup de temps, hein, c'est ça? Donc, je vous ai mis ici des points de vigilance. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des informations, donc le travail sur une fiche suiveuse, passer d'une fiche suiveuse à la digitalisation de l'information. Donc, vous avez effectivement des avantages, hein, je vais en prendre 2-3, simplification de saisie, consultation en temps, analyse, ajustement plus tôt. Par contre, il faut profiter de ce passage de la digitalisation à l'ERP pour revoir les informations à usage fonctionnel. Il ne faut pas rester sur ce que vous aviez avant. De la même manière, si par exemple vous avez un état qui est sorti papier, il ne faut pas vouloir un écran ou un état papier qui soit forcément identique. Il faut accepter un certain changement dans vos habitudes et dans vos façons de travailler. On a, en tant qu'éditeur logiciel, j'avais souvent beaucoup de temps et de coûts pour le client pour faire un écran qui était identique à celui qu'ils avaient avant, alors que les résultats étaient strictement identiques. Voilà, donc c'est vrai que c'est confortable pour les collègues de rester sur les mêmes façons de travailler, mais souvent il faut accepter le changement. J'accélère, hein, accélère un petit peu pour tenir les délais. Voilà. Donc, les points de vigilance, c'est simple, hein, la nécessité d'être accompagné. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'il y a l'état actuel de votre système d'information. Ensuite, on va regarder tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire les cartographies, etc. Cartographie fonctionnelle, les périmètres applicatifs, l'analyse de risque, les outils et les méthodes pour mettre en place. Hein. Et ensuite, on va vous aider, le consultant vous aide à cadrer le projet et à vous accompagner.
Voilà. Ensuite, dans les accompagnements, et là je vais aller assez vite, on a deux méthodes qui sont complètement liées. C'est ce qu'on appelle la méthode classique, c'est-à-dire que vous avez un développement qui est fait, puis on le teste. Ça, sur le RP, ça ne se fait plus tout seul. La méthode agile qui consiste à faire des petits bouts et de les tester au fur et à mesure, ça c'est une partie de l'ERP, mais en fait, quand on met un ERP, on fait de la méthode agile, par exemple, sur un service. On fait plusieurs méthodes agiles sur un service. Ça fait des petits bouts de projet, si vous voulez, des projets qu'on valide au fur et à mesure. Une fois qu'on a tout validé, on reprend la méthode classique pour valider. Voilà. Et je pense que je suis un peu plus largement dépassé, donc je vais passer la main à Bruno. Merci Philippe pour ta présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Bruno Deschamps, chef de projet industrie au sein de la CC Nouvelle-Aquitaine. Alors, je vais vous présenter le mode opératoire du parcours et puis donc les conditions d'entrée dans le parcours. Alors, donc, l'entrée dans le parcours. Donc, comme ça a déjà été mentionné précédemment, donc pour pouvoir entrer dans le parcours, donc il faut avoir bénéficié du diagnostic usine du futur entre les années 2020 et 2023. Et donc avoir bénéficié d'un diagnostic qui a fait ressortir un besoin ou une problématique non liée à la mise en œuvre d'un ERP ou d'un système d'information. Et donc là, le point d'entrée, donc le point de départ, est donc vraiment le diagnostic usine du futur. Donc c'est vraiment la porte d'entrée dans le parcours SI Boost. Pour pouvoir avoir plus d'informations et éventuellement exprimer votre désir d'entrer dans ce parcours, votre point de contact, c'est donc votre référent usine du futur. Qui pourra vous aiguiller sur les modalités d'entrée dans le parcours et vous accompagner. Et ensuite, donc au niveau du parcours, il y a quelques éléments importants. Donc le parcours est limité donc à 20 places en tout, donc sur les deux options confondues. Donc on part du principe que le premier arrivé est le premier servi. Donc quelles sont les grandes phases du parcours? Donc une fois que vous avez pris contact avec le référent usine du futur, donc vous serez aiguillé vers un conseiller CCI, donc un conseiller industrie qui viendra vous rendre visite pour qualifier votre besoin. Donc faire réaliser ce qu'on appelle un diagnostic d'opportunité. Et donc il s'appuiera sur les conclusions du diagnostic usine du futur, donc pour qualifier votre besoin, donc sur une demi-journée donc sur site en échange avec vous. Dans l'objectif en fait de préparer un livrable pour une présentation au comité de pilotage. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc un comité de pilotage donc, qui regroupe les 4 partenaires de ce parcours. Donc nos 2 partenaires techniques, que sont Captronic et le CRIT informatique de Poitiers, et donc les 2 autres partenaires que sont la CC Nouvelle-Aquitaine et donc la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc le comité de pilotage, donc c'est un organe décisionnaire pour savoir si vous êtes éligible ou pas au parcours et donc de savoir s'il y a un go-no-go sur la suite du parcours. Mais c'est aussi un comité d'experts qui va donc discuter de votre projet avec le conseiller CCI de manière à bien comprendre les enjeux, les freins ou les points d'attention particuliers à mettre en avant. Donc, suite à ça, donc, est décidé le go-no-go dans l'entrée dans le parcours et aussi le nombre de jours d'accompagnement dont vous pourrez bénéficier avec le consultant. Puisqu'on voit par la suite, il y a 2 actions. Il y a une action donc, de formation collective et ensuite un accompagnement individuel. Donc, qui peut varier entre 6 et 12 jours d'accompagnement. Et donc, c'est le comité de pilotage qui va calibrer l'intervention du consultant. Donc, suite à ça, donc, il y a donc une formation collective d'une journée donc, qui est dédiée aux chefs d'entreprise et donc aux chefs de projet pour rappeler dans les grandes lignes les enjeux d'un projet ERP ou d'un système d'information et puis les bonnes pratiques à rappeler en termes de conduite de projet et de conduite du changement. Suite à quoi, donc, vous aurez à disposition donc, un catalogue des consultants qui ont été préqualifiés par les partenaires donc, pour pouvoir accompagner sur les différentes options. Donc là, on est sur l'option 1. Donc, vous aurez le choix en fait, de consultants. Donc, vous pourrez choisir en fonction de leurs différentes présentations et notamment de leur expertise sectorielle. Donc, vous pourrez les solliciter et donc leur demander d'intervenir donc, sur le nombre de jours qui a été défini au comité de pilotage.
Donc, à la fin de cette action, donc entre les 6 et 12 jours d'accompagnement, on aura donc un bilan des actions qui ont été menées, une évaluation de l'impact, de manière à pouvoir faire une synthèse des actions qui sont menées dans le cadre de ce parcours. Donc, tout au long de ce parcours, en fait, votre point de contact, vous en avez 2. Vous avez donc le conseiller CCI donc, qui sera là directement donc, du début, à partir du diagnostic d'opportunité jusqu'à la phase d'évaluation à la fin, mais aussi donc, le référent usine du futur. Donc, vous aurez a priori ces deux contacts en permanence qui seront là donc, pour vous accompagner. Voilà, donc là, ce qui a été précisé donc, par Philippe précédemment, c'est qu'en fait, voilà, dans la chaîne de valeur de déploiement d'un ERP ou d'un système d'information, nous, on est vraiment sur la phase amont. Donc, il y avait 8 étapes qui étaient précisées par Philippe hein, dans un des slides de présentation. Donc, voilà, on ira sur les étapes 1 à 4, mais nous n'irons pas jusqu'à la rédaction du cahier des charges, qui était l'étape numéro 5. Donc, ça, c'est un élément important. La rédaction du cahier des charges ne fait pas partie, en fait, du parcours qu'on propose. Alors, en termes de calendrier, alors je suis désolé, il y a une inversion, faute d'orthographe. Donc là, ça reprend. Alors, on reprend je dirais les grandes phases donc de ce parcours. Et donc, pour pouvoir en fait entrer dans le programme, on aura donc jusqu'à fin septembre 2023. Hein, donc, pour pouvoir en fait avoir son dossier présenté au comité de pilotage. Donc, on vous invite à prendre contact si vous êtes intéressé assez rapidement avec votre référent usine du futur pour pouvoir bénéficier du deuil d'opportunité et donc de savoir si vous pouvez entrer ou non dans le parcours. Et donc ensuite, une fois que c'est validé, la mise en œuvre de l'accompagnement par le consultant, donc ces 6 à 12 jours d'accompagnement, doivent se mettre en place jusqu'à juin 2024. Donc 2 dates, septembre 2023 pour pouvoir entrer dans le programme, et l'accompagnement ira jusqu'à juin 2024. Alors, quels sont les coûts donc, du parcours? Donc, pour l'entreprise, en fait, donc l'opération globale coûte entre 6 200 et 12 200 euros. Ça, c'est le coût global. Donc là, vous avez un financement de la région donc, qui couvre 50% des frais d'accompagnement des consultants. Ce qui veut dire que pour l'entreprise, le reste à charge est donc compris entre 3 200 et 6 200 euros. Alors, difficile de dire avec exactitude quel sera le montant, puisqu'on voit que l'accompagnement de la part du consultant peut varier entre 6 et 12 jours. Et donc, évidemment, les coûts associés vont varier en fonction de la durée d'intervention du consultant. Voilà, j'en ai fini de ma présentation du parcours. On vous invite éventuellement donc à poser des questions, si vous avez des questions, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Bon, on avait un chat qui était ouvert sur lequel on n'a pas eu de questions particulières. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Alors, je reprends quand même donc dans le chat, on précise qu'on vous fournira donc l'accès au replay donc, qui a été enregistré. Donc, le webinaire est enregistré, vous aurez un lien d'accès et le support PDF vous sera aussi transmis. Donc là, je vois donc alors, il y a quand même une question. Alors, ça doit être Monsieur Ventre, j'imagine. Au-delà de l'identification des données en phase amont, le nettoyage des données, fiabilité, qualité, doit-il se faire en amont ou en parallèle du projet ERP? Il se fait en amont pour la plupart. Après, quand on est sur du détail un peu, il se fera en parallèle, surtout quand on va nettoyer la base de données pour la basculer. Mais le gros le nettoyage, il se fait alors, le nettoyage se fera, la définition, des données et la caractérisation des données se fait en amont, et le nettoyage se fait en parallèle à partir des bases de données existantes et des bases de données qu'on va compiler. Je ne sais pas si la réponse vous suffit. S'il y a une question supplémentaire, n'hésitez pas à vous exprimer. Alors, une question intéressante de monsieur et madame Lorceau. Comment trouver le nom de mon référent usine du futur? Bonne question. Alors, je pense que nous, on peut être un point d'entrée aussi. Donc, on a une adresse générique sur laquelle vous pouvez éventuellement vous faire connaître et on devrait pouvoir identifier le nom du référent usine du futur. Je peux répondre aussi. Vas-y, ouais, Pascal. Oui. La plupart des entreprises ont bénéficié du diagnostic usine du futur et ont eu leur rapport normalement de diagnostic.
Et donc, le référent, c'est la personne qui les a suivis lorsqu'il y a eu ce diag, la personne de la région, de l'ADI ou de la CCI. Mais en effet, si ils ne se souviennent plus de la personne, qui normalement doit rentrer en contact au moins tous les ans avec eux pour faire un point sur l'avancement de leur plan d'action, ils peuvent en effet revenir vers la CCI ou même vers Marc Lecouvet ou moi-même, on pourra leur donner les références de leurs référents. Très bien, merci. J'ai donc une autre question technique. L'édition du planning de production est-elle une fonction standard au courant d'un ERP? Alors, il y a deux choses. Il y a la planification. Alors là, on est sur la deuxième option, mais c'est pas grave. Il y a la notion de planification, le plan de planification, et après, il y a la notion d'ordonnancement, qui sont des modules intégrés à l'ERP. Mais encore une fois, ces modules, il va falloir choisir les bonnes façons dont vous allez planifier et choisir les caractéristiques, la configuration de cette planification. Donc effectivement, les gens qui veulent mettre en place le module de production ou qui veulent mettre un ERP pour la production, je vous engage déjà à regarder la partie production, cette partie-là. Mais après, tout ce qui est mise en place de la gestion de production, c'est un peu particulier. Donc, il faudra peut-être faire un focus particulier. On pourra faire un accompagnement un peu, ou en tout cas une formation un peu particulière sur ce niveau-là. Bien, merci. Combien de temps prévoyez-vous pour un changement de ERP? Vous avez déjà donné des éléments. Classiquement, je vous donnais un ordre d'idée. Moi, j'ai travaillé en tant que responsable technique d'un éditeur de logiciels agroalimentaires. Sur les sociétés agroalimentaires, c'est au minimum 6 mois. Voilà, pour faire les choses proprement. Sachant que ces entreprises ont souvent des contraintes, c'est-à-dire que dans la période de dernier trimestre, la période de Noël, il est impossible de travailler avec eux ou de faire la bascule. Donc on a toujours des contraintes qui étalent le temps, mais ce n'est pas tellement du côté de l'éditeur ou de l'intégrateur que le temps se passe, c'est en interne, il va falloir prendre le temps, et ça c'est souvent là-dessus qu'on insiste, c'est prendre le temps pour bien structurer la phase amont. N'allez pas trop vite sur la phase amont parce que sinon vous allez le payer très cher sur la phase après le déploiement. Mais 6 mois, voilà, ça peut 6 mois, 1 an, ça dépend de la structure, hein, mais en moins de 6 mois pour que tout soit opérationnel dans un ERP, il faut compter ça, quoi. La question c'était sur un changement, hein. C'était pas sur une implémentation d'un nouvel ERP. Sur un changement d'ERP, on n'est pas loin, j'allais dire, parce que c'est vrai que moi je le vois, hein, j'ai encore 3 dossiers actuellement où l'ERP n'a pas été configuré correctement. Donc on passe du temps à refaire la configuration, à repenser la configuration. Donc peut-être que ce ne sera pas 6 mois, mais 4 mois, mais il va falloir passer du temps. Très bien, merci. Oui. Oui, j'allais dire, le consultant dira et le verra lui-même, hein, mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Une autre question donc, de M. Charles-Élie Fayette. Lorsqu'on a déjà lancé des démarches suite au diagnostic usine du futur, est-il trop tard pour rentrer dans le programme? J'allais dire, si vous avez consulté un éditeur fait que la consultation, non, il n'est pas trop tard, parce qu'on a déjà un dossier comme ça qui est en cours, hein, où l'entreprise met en stand-by un petit peu le contact avec l'éditeur pour pouvoir bénéficier du parcours et profiter de cette phase-là. Très bien, merci. Une autre question là donc de monsieur et madame Richard. En dehors du parcours C-Boost, existe-t-il d'autres aides de la région dans le cadre de la mise en place d'un ERP? Pascal, est-ce que éventuellement tu as des éléments? Mais Marc, je te laisse peut-être répondre. Oui, alors effectivement, il existe d'autres dispositifs pour accompagner effectivement la transformation numérique. Assez simplement, c'est la délégation numérique chez nous qui suit ce type de demande-là. Je pense notamment au chèque de transformation numérique. Sinon, vous avez d'autres types d'aides liées plutôt, on va dire, au projet d'innovation en tant que tel. Et dans ce cas-là, effectivement, un soutien financier supplémentaire peut être mobilisé dans le cas d'une transformation numérique plus globale qui englobe également, donc, on va dire, de l'investissement matériel ou alors un projet d'innovation R&D. Donc, C-Boost correspond effectivement à un accompagnement, je dirais, de plusieurs jours
avec un périmètre bien défini, mais effectivement en complément, d'autres types d'aides peuvent être mobilisés en fonction, encore une fois, de la maturité, finalement, de la maturité du projet. Très bien, merci. J'avance sur les différentes questions. Donc, proposez-vous des modèles de cahier des charges ou bien un accompagnement dans la rédaction? Donc là, on avait… Ouais, tu as répondu, hein. Tu as répondu, Bruno. C'est-à-dire que nous, on ne fera pas le cahier des charges, c'est le consultant qui va le faire. Et l'ensemble des consultants, enfin, qui sont spécialisés dans le domaine, ils ont l'habitude et ils ont des formats de cahier des charges. Mais ça ne sera pas un consultant du parcours. C'est pas un consultant du parcours. C'est pas couvert par le parcours. Par contre, on peut faire appel aux consultants qui intervenir dans le cadre du parcours pour éventuellement aller sur cette partie de rédaction du cahier des charges, mais ce n'est pas financé dans le cadre du parcours. Alors, une question de Thomas. Bon, la tentation d'avoir un recours à un stagiaire pour défricher, alors ça a changé. Alors oui, il y a quelqu'un qui m'a retiré la question. Je n'ai pas pu voir. Le recours à un stagiaire, voilà. Voilà, le recours à un stagiaire, c'est quelque chose qu'on voit aussi. C'est une catastrophe, hein. Je ne juge pas les stagiaires, mais c'est-à-dire qu'on suppose que le stagiaire connaît la façon de travailler de l'entreprise et tous les mécanismes et les organisations de l'entreprise. Donc ça, c'est même pas la peine d'y penser, hein. On a vu des cartographies faites par les stagiaires, et on est obligé de reprendre complètement. Mais c'est pas la compétence du stagiaire qui est à mettre en cause, hein. C'est parce que lui, il fait, c'est parce que, encore une fois, un projet ERP, c'est une application, c'est une décision stratégique, c'est une application de toute l'entreprise, hein. Il y avait une autre question, Bruno, qui est: faut-il s'adresser à une société spécialisée pour ce nettoyage? C'est Monsieur Ventre, c'est le complément à sa question sur le nettoyage des données. Oui. Ça va dépendre de l'état de votre base de données, hein. Voilà. En fait, a priori, normalement, non. Moi je parle en tant qu'ancien éditeur de logiciels ERP, on a des moyens qui permettent à la fois de prendre la base de données, de la nettoyer, d'enlever les doublons, etc. Par contre, il y a une phase qui sera nécessaire de votre part, c'est de valider des données qui sont obsolètes. Et ça, nous, on ne peut pas le faire. L'entreprise ne peut pas le faire. Le système de nettoyage ne le fera pas. C'est vous qui va falloir passer du temps à nettoyer la base de données sur l'obsolescence des informations. Une dernière question de la part de Christophe. Pourquoi faut-il rédiger un cahier des charges? Est-il obligatoire ou conseillé? Il est obligatoire parce que je veux vous donner encore une fois mon expérience. Moi, quand une entreprise venait sans cahier des charges, on me demandait, je voulais quelque chose de standard, on lui faisait quelque chose de standard. Mais je peux vous dire que le standard, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il attendait, hein. Donc, vous pouvez toujours vous en passer, mais vous allez voir le résultat que vous aurez, et puis ça ne correspondra pas à votre besoin. Très bien, merci. Alors, je n'ai pas d'autres questions, a priori, dans le chat. N'hésitez pas s'il nous reste 2 minutes. Pas d'autres questions? Calixte, on te laisse le mot de la fin. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Merci Céline Genos-Bartaille pour cette organisation logistique de ce webinaire. Et vous tous qui êtes derrière l'écran, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents Usines du Futur ou vos référents CCI pour étudier votre projet et voir si le parcours C-Boost peut amener de la valeur ajoutée à votre projet. N'hésitez pas et à très vite. Donc, vous allez recevoir le webinaire, vous allez recevoir le PowerPoint et vous allez recevoir également la plaquette C-Boost sous une semaine. La plaquette du parcours sous une semaine avec le nom des référents. Et mettre les nôtres aussi au niveau région, hein, pour identifier les référents, justement, Calixte. Très bien. Ajouter Marc et moi-même. Il y a une dernière question qui est tombée, Bruno. Comment traiter les fonctionnalités spécifiques? Pertinente comme question. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il y a beaucoup de choses qui existent dans l'ERP qu'on ne connaît pas. On va prendre par exemple des configurateurs, des choses comme ça. Les ERP évoluent beaucoup. Et ça, c'est le consultant qui va voir si réellement ça peut rentrer dans une fonctionnalité de ERP qui n'est pas forcément mise en avant,
ou si il y a du spécifique, et là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le collaboratif, ce qu'on appelle l'applicatif. Et à ce moment-là, on peut avoir une fonction externe avec des connecteurs. Donc là, c'est pareil, c'est une étude au cas par cas. Très bien, merci beaucoup. Donc, si vous voulez bien, on va clore ce webinaire et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.